cette journée, il était dit que pendant cette crise sanitaire, l'intérêt collectif avait pris le pas sur l'intérêt individuel. Donc, en tant qu'infirmière libérale, dans une commune de l'Ouest toulousain d'environ 39 000 habitants, je vais tenter de vous faire part de quelques interrogations sur cette dualité entre intérêt individuel et intérêt collectif, quant à son impact tant sur les personnes soignées que sur les soignants. Autrement dit, comment conjuguer objectifs de santé publique et respect des libertés individuelles? Comment prendre soin du plus grand nombre sans occulter la subjectivité du sujet au profit d'une optimisation protocolisée des ressources? Les questions éthiques qui se sont très vite posées en début de crise ont été, pour vous tous aussi, mais à domicile, on a eu aussi ces réflexions-là. Comment faire pour que le peu de moyens dont nous disposions bénéficie au plus grand nombre? Et nous n'avions que peu de moyens tout à fait au début de la crise. Dans ces conditions, comment préserver une équité d'accès aux soins en temps de crise? Comment préserver un devoir de non-abandon, tant pour les personnes suivies habituellement à domicile et souvent fragiles, que pour celles contaminées par la Covid? La question était d'autant plus accrue pour les personnes isolées et fragiles à domicile, car habituellement, chez ces personnes qui sont isolées, nous tentons de planifier les interventions des différents professionnels auprès d'elles de façon successive plutôt que concomitante. Or, au début de la crise, certaines associations d'aide à domicile se sont mises en retrait par manque de moyens de protection tant pour leur personnel que pour les personnes visitées. Les kinésithérapeutes ont été dans l'obligation de fermer leur cabinet, donc ils vont déjà peu à domicile, mais là, il y en avait encore moins. Et les infirmières ont été parfois les seuls professionnels se déplaçant auprès de ces personnes et faisant des liens téléphoniques avec les familles et les médecins traitants en fonction des besoins. Face à ces questions, nous avons dû donc penser de nouvelles organisations de soins, ceci afin de prévoir des lieux ou des temps dédiés pour accueillir les patients atteints du virus ou susceptibles de l'être, tout en poursuivant le suivi et les soins des autres personnes. Si bien qu'en octobre 2020, à l'initiative de plusieurs médecins, très vite rejoints par des infirmières, un centre Covid a été créé dans la commune où j'exerce. Ce centre Covid a permis de disposer d'un lieu et de temps dédiés pour accueillir les patients atteints du virus, tout en poursuivant le suivi et les soins des autres personnes. Ces nouvelles organisations mises en place dans l'urgence visaient donc la protection à la fois des patientèles en cabinet de soins et l'utilisation la plus pertinente des ressources. Ce centre destiné aux patients de 7 communes de l'Ouest toulousain les accueillait après avis médical de leur médecin traitant. 2 principaux critères permettaient d'y être accueillis, d'y orienter les patients. D'une part, une symptomatologie franche évocatrice d'une affection à SARS-CoV-2 et deuxième condition, l'impossibilité pour le médecin traitant de recevoir son patient, soit par manque de disponibilité ou pour des raisons sanitaires, soit que les cabinets ne permettaient pas d'organiser 2 filières de soins, par exemple, ou soit que le professionnel lui-même était à risque. Donc vous voyez que dans ces organisations, on a aussi essayé de protéger les professionnels qui pouvaient être à risque, et il y en a parmi nous. Donc, ces consultations permettaient l'examen du patient, les prélèvements Covid faits par les infirmières et le signalement sur les fiches déclaratives. Et quant aux analyses, elles étaient effectuées chaque semaine alternativement par un laboratoire différent, puisque 2 laboratoires se partageaient ces tâches. Les patients contaminés devaient alors s'isoler pendant 10 jours et à J4 recevaient une visite infirmière de surveillance. À J8, une visite du médecin qui s'est faite le plus souvent par téléconsultation dans la majorité des cas. Très rapidement, les médecins généralistes d'Alsace, qui avaient subi de plein fouet la crise, la première vague du Covid, nous ont alertés sur le fait qu'il était impensable d'envoyer au domicile des infirmières sans un équipement maximal. Si bien qu'assez rapidement, les visites infirmières à J4 ont pu également se faire en télésuivi chaque fois que ça a été possible. Pour ce qui a concerné les soins à domicile aux personnes atteintes du Covid mais ayant d'autres soins habituels à domicile, des personnes âgées ou des personnes souffrant de maladies chroniques, ils ont été réalisés dans le cadre là aussi d'une nouvelle organisation
puisque nous avons créé ce que nous avons appelé, entre guillemets, une tournée Covid par demi-journée qui était partagée entre plusieurs cabinets, c'est-à-dire que ces infirmières-là ne voyaient que des patients Covid, puisque nous n'avions pas beaucoup d'équipements, nous ne pouvions pas chacune aller voir un patient, c'était très compliqué. Donc c'est tourné avec une voiture dédiée qui a été mise en service par, il me semble, de mémoire par un assureur. Donc ce qui était important aussi, parce que j'avais oublié, mais je me suis souvenue en écrivant ce texte que nous désinfections nos voitures très régulièrement dans la journée. Ce sont nos outils de travail et on passe beaucoup de temps dans les voitures. Alors peut-être que maintenant, avec le recul, on peut se dire que c'était peut-être pas nécessaire, mais à l'époque, on ne savait pas. Donc on était dans cette activité-là aussi. Donc là, une voiture dédiée, ce qui simplifiait les choses, et d'autres infirmières qui n'étaient pas impliquées dans ces tournées Covid essayaient de rechercher du matériel pour leurs collègues, et ensuite l'appui du centre Covid a pris le relais sur cette aide matérielle. Pour les personnes handicapées et ou âgées suspectes de Covid et qui ne pouvaient pas se déplacer, elles ont été testées le plus souvent par leur infirmière habituelle à domicile, notamment quand les équipements ont commencé à arriver. Donc ces nouvelles organisations ne vont pas sans poser différentes questions éthiques. D'abord, pour les professionnels, ces organisations collectives ont permis une protection sanitaire, notamment pour ceux qui étaient à risque, probablement aussi un soutien contre l'épuisement. Et pour les personnes, pour les patients, une des questions, c'était comment continuer à prodiguer des soins individualisés au sein d'une dynamique collective. Dans cette période de crise et d'incertitude, après avoir été confinés chez soi et privés de liberté, la plupart des personnes soignées préfèrent voir un professionnel qu'elles connaissent déjà, avec lequel une relation de confiance s'est instaurée progressivement. Or ici, l'organisation des soins ne le permet plus, puisque cette tournée, c'est un certain nombre de cabinets, et pas forcément l'infirmière qu'on a l'habitude de voir et qu'on connaît. Ce qui a fait dire à certains patients qu'avoir le virus, c'était la double peine, car en plus, il fallait changer de professionnel qu'on avait pourtant choisi. Pour certains, des liens téléphoniques ont permis de combler cette difficulté, ce qui impliquait pour les infirmières moins de patients à suivre parce que les blocs étaient fermés, il y avait un certain nombre de services qui ne fonctionnaient plus, donc moins de retour à domicile, mais davantage de temps passé avec chacun pour expliquer, reformuler, pour faire face à cette incertitude. Lorsque les vaccins ont commencé à être disponibles, ce centre Covid s'est transformé en centre de vaccination, à taille humaine, j'ajouterais, de 100 vaccinations par jour, conservant encore une approche personnalisée. Chaque personne était accueillie dans un box où médecins puis infirmières venaient s'occuper d'elle. Interrogatoire médical, prise de constante, vaccination, surveillance. Ces temps de surveillance, même s'ils étaient relativement courts, ont souvent permis aux infirmières des temps d'écoute, parfois précieux pour des personnes confinées et déjà atteintes par d'autres maladies graves et bousculées par l'incertitude générée par la situation de crise. Ces organisations de centres Covid puis centres de vaccination, cette organisation elle a été soutenue, je dirais, par deux principaux leviers qui ont fait synergie. D'une part, sur la commune, une dynamique de communauté professionnelle territoriale de santé qui avait déjà démarré. Je fais juste une parenthèse pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ces fameuses CPTS. Ce sont des dispositifs qui font partie du plan Ma Santé 2022 et qui ont, pour faire très court, pour objectif à la fois de faire en sorte que toutes les personnes puissent avoir un médecin traitant, que les soins non programmés soient pris en charge, que les parcours de soins soient véritablement fléchés et qu'ensuite on ait une attention particulière aussi à la prévention. Donc nous étions, nous, déjà dans une dynamique de ces PTS, donc déjà un petit noyau de gens qui se connaissaient, qui commençaient à fonctionner ensemble. Donc ça a été facilitateur. Et le deuxième levier que nous avons eu, c'est que dans la commune, il y a un contrat local de santé qui avait déjà été signé en 2014 et qui a été resigné en 2019 avec l'Agence régionale de santé. Donc une commune où les problèmes de santé, la commune est sensibilisée à la promotion de la santé et à la prévention. Et donc elle nous a beaucoup aidé aussi, notamment financièrement, sur certains financements d'aide. Et parmi ces leviers, il y a aussi bien sûr eu certains professionnels comme des médecins, je citerai Simon Maté, Marie Chevaux, et des infirmières Anne Doutre et Agnès Simon, qui ont porté ces dispositifs et fédéré les professionnels autour d'eux.
Ensuite, il a fallu accélérer la cadence des vaccinations et la municipalité a accueilli un vaccinodrome où en août 2021, il y a eu près de 1000 vaccinations jour. Vous voyez que tout à l'heure, on était, c'est pour ça que je disais à taille humaine, 200 vaccinations jour, on pouvait être encore dans l'écoute. Ensuite, on est passé avec le vaccinodrome à 1000 vaccinations jour, donc ça a été un peu différent. Dans cette configuration, comment continuer à prodiguer des soins personnalisés au sein d'une dynamique collective de cette importance ? Et où la division des tâches a impliqué que chaque personne venant se faire vacciner avait affaire à 5 ou 6 personnes différentes au cours de son parcours vaccinal. Comment combiner une approche personnalisée de soins et une approche populationnelle en santé publique ? Ce qui m'a interrogée aussi pendant cette crise sanitaire, et en particulier dans cette organisation à grande échelle où il reste peu de place au colloque singulier, c'est le respect de la confidentialité, ou plutôt parfois son absence. Absence de confidentialité lorsque l'infirmière en tenue Covid s'habille en tenue Covid devant la porte de chez les patients. Et au vaccinodrome, absence de confidentialité, par exemple, lorsque le questionnaire prévaccinal où sont inscrites les maladies particulières, les traitements, est repris avec un professionnel de santé, mais où l'espace entre deux professionnels de santé, et donc deux personnes qui vont parler de ce qu'elles ont, est tellement tenu que tout s'entend. J'ai comme exemple une dame qui était avec le collègue médecin qui était à côté de moi, un traitement que le médecin ne connaissait pas, il me demande, moi non plus je ne connaissais pas ce traitement-là, donc là, il demande à la dame pourquoi elle prend ce traitement, la dame reste un peu mutique, et puis finalement elle s'approche et dit doucement c'est pour le sida. Et évidemment les personnes qui étaient autour ont aussi entendu. Donc c'est vrai que ça interroge et ça pose question. Ce qui pose question aussi, c'est le devenir de ces questionnaires. Je ne le connais pas, j'enquête actuellement sur ça, mais je ne sais pas quel est le devenir de ces questionnaires, où vont-ils finir. Donc cette question de la confidentialité, et à propos de cette question, il convient aussi de se souvenir que le CCNE, dans son avis 106, recommande qu'il soit rappelé impérativement à tous les acteurs, particuliers, soignants, acteurs publics et médias, qu'il existe des textes de loi concernant le respect de cette confidentialité des données médicales et qu'elles doivent prévaloir en situation d'épidémie et de menace pour la santé. Comment être certain, dans le cadre de cette pathologie que l'on découvre peu à peu, que la révélation fortuite de ces informations ne va pas nuire à la personne ? Pour conclure, je dirais que cette expérience des soins à domicile en situation de pandémie a modifié nos organisations vers des pratiques collectives qui sont certainement nécessaires en temps de crise, mais qui peuvent être peut-être utiles après la crise, mais si, et seulement si, la préservation de la santé collective n'occulte pas les situations singulières, car c'est un des atouts du domicile que d'être dans cette approche singulière. Dans une société où les progrès de la médecine la font apparaître comme toute puissante et où l'autonomie est érigée en norme au cœur même du processus de santé, comment articuler les choix des individus autonomes, donc, et ce qu'impliquent leurs décisions pour la collectivité ? Il y a presque là en filigrane la question d'un choix, d'un projet de société. Comment faire que les plus fragiles ne soient pas sacrifiés ? Comment ne pas prioriser un jeu qui serait d'autonomie-liberté au détriment d'un nous, qui seraient tous vulnérables et solidaires, car nous sommes tous candidats à la vulnérabilité à un moment donné de notre vie, et avoir conscience de sa propre vulnérabilité change aussi son regard sur autrui. C'est peut-être dans une conjugaison harmonieuse entre ce jeu et ce nous qu'il nous faudra trouver un nouvel équilibre. Voilà, je vous remercie.